Investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur bioMérieux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Encore une fois, laissez-moi savoir en commentaire si le volume est très très bon ici. Alors, on continue. bioMérieux, on en a parlé plusieurs fois. Je pense que la dernière vidéo sur bioMérieux, ceux qui ne savent pas, tapez Top Invest, bioMérieux, vous allez retrouver la vidéo en question. Ça date d'il y a 8 mois de cela. Et on était à peu près un prix qui était, voilà, sont corrects ici, d'accord, sans plus, d'accord. Ça reste une entité qui était en croissance ici, qui me semble un petit ralentissement en date d'aujourd'hui, qui a également bénéficié énormément du Covid. Donc, actuellement, peut-être le marché nous a servi un prix peut-être plus intéressant que ça. Bon, peut-être pas. Bref, on va aller vérifier ça ici aujourd'hui. Alors... on fait le tour d'horizon directement, enfin rapidement ici. Je prends bioMérieux, où est-ce qu'il est? On prend ça, boum, voilà. Première chose que je regarde ici, regardez le plan, c'est à peu près ceci. Revenus, croissance des revenus ici, free cash flow, nombre d'actions, PER moyen, dette nette, qualité dividende. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire ici. OK? Donc, revenus, qu'est-ce qu'on a? Stabilité ou croissance? Croissance des revenus, c'est bien. Maintenant, en lisant les rapports financiers, je dois savoir d'où provient la croissance. Est-ce que ça va continuer? D'accord? Croissance par acquisition ou de manière organique. Maintenant, c'est bien d'avoir une compagnie en pleine croissance, ok? Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir également des marges qui vont dans le même sens, au moins au niveau de la stabilité. Est-ce que les marges brutes, c'est le cas? On a une explosion des marges brutes ici, ce qui n'est pas plus mal que ça. Bon, c'est quand même 2% de différence ici. Ce n'est pas mauvais. En tout cas, depuis 2015 ici... ça fait, entre 2015 et aujourd'hui, on a quand même pris 5% en supplément ici. N'oubliez pas que la pandémie étant passée par là, on a peut-être eu une exagération ici. Donc, en lisant les rapports financiers, quel est l'objectif du management ici par rapport aux marges brutes? Marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des marges EBITDA, c'est un peu plus différent. Enfin, c'est un peu différent parce qu'on a plutôt une stabilité marge EBITDA. OK. Donc, entre marge brute, marge EBITDA ici, il y a les dépenses en marketing, il y a la recherche et développement, il y a les dépenses ici en salaire. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Parce que normalement, si on a des marges brutes élevées, on devrait avoir peut-être des marges EBITDA qui vont à peu près dans le même sens ici. Mais n'oubliez pas également que la pandémie est passée par là, on a également gagné beaucoup d'argent. Donc, quand je vais regarder ici les marges EBITDA en termes de volume, les EBITDA en termes de volume, je m'attends également à avoir une certaine diminution. OK? La question que je devrais me poser, c'est est-ce qu'on va avoir tendance à rester au niveau des 700 millions ou bien on s'attend à avoir moins que ça? D'accord? Et quelle est la raison derrière ce 700 millions, ces bénéfices, ces EBITDA moins élevés ou bien ces marges brutes moins élevées que l'année précédente? OK? Donc, on compare également ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Free cash flow moins élevé que net income. Alors, si free cash flow est moins élevé que net income, la différence se situe souvent ou généralement au niveau du besoin en fonds de roulement. Il faut aller vérifier ça. Et également au niveau de la dépense en capital de croissance. D'accord? Donc, il faut aller vérifier au niveau du CAPEX. On peut prendre ici rapidement ici le CAPEX par rapport au revenu. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a diminué? Il est plutôt stable. OK? Donc, peut-être au niveau du BFR. Donc, vous voyez qu'on a quand même connu des zigzags par le passé. D'accord? Donc, est-ce que je pourrais dire ici que net income et free cash flow, à la limite, il y a de grandes chances qu'on ait à peu près à des free cash flow et net income qui vont tendance à raconter la même chose dans le futur. Mais je sais une chose, c'est que si je me base sur les net income ici, je sais que mon évaluation aura tendance à être optimiste. Ne l'oubliez pas. OK? Donc, je prendrai les net income ici. OK? Qu'est-ce qu'on parle? Combien de fois les bénéfices le marché paye? Combien de fois les bénéfices le marché aura tendance à payer sur ce business-ci? Encore une fois, dépendamment du multiple, ici, je vais pouvoir savoir si le marché est très optimiste ou très pessimiste. Je vais prendre un tout petit peu les bénéfices nets à ajuster, d'accord, attendu sur les 12 prochains mois. Ici, le marché paye généralement à peu près plus de 20 fois les bénéfices. Peut-être même parfois 25 fois les bénéfices. Et on parle des bénéfices nets, pas des free cash flow. Parce qu'en termes de free cash flow, vous allez voir que le multiple, c'est encore plus élevé que ça, tout simplement parce que les free cash flow sont moins élevés que les net income, et ce qui n'est pas normal. OK? Donc, si on prend le price to free cash flow, on a quelque chose à combien? On a quelque chose ici aux alentours de 37 fois. 40 fois même, on pourrait dire. OK? Et laissez-moi vous dire que quand vous payez 40 fois les bénéfices, il faut qu'il y ait une sacrée croissance derrière. Et quand je parle de croissance des bénéfices, bien sûr. Donc, faites très attention ici. OK? On va y revenir tantôt. Dette nette. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? 0,1, presque pas de dette nette ici. Regardez également la dette en termes de volume. Qu'est-ce qu'on observe? La dette nette est à peu près aux alentours de 67 millions, c'est risible, c'est rien du tout, on n'a pas de dette ici. Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. OK.
Combien de fois les bénéfices je pourrais être prêt à payer pour ce business? Le marché paye près de 25 fois les bénéfices. OK? Mais n'oubliez pas que les free cash flow sont moins élevés que ces bénéfices-là, alors que ce n'est pas normal. Donc, on va déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Et si le management nous mentionne que c'est une question de besoin en fonds de roulement, en dépenses en capital, ici, on peut se dire que, bon, OK, en état de maturité ici, parce que ça reste un business en croissance, on aura tendance à avoir des bénéfices nets, des free cash flow qui est équivalent ici aux bénéfices nets, au moins. OK? Donc, n'oubliez pas, c'est important toujours à aller vérifier. Donc, en prenant ici un proxy, donc une approximation ici des free cash flow, donc si je les prends avec les bénéfices nets, dites-vous que je suis déjà trop optimiste. Et là encore, pour me protéger, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices. D'accord? Faites très attention. Pas plus que 20 fois les bénéfices. Donc aujourd'hui, tu me vends ce business-ci, en date d'aujourd'hui, à 100 euros. Bon, 101 euros, on va le dire comme ça. Un business qui pourrait être capable de rapporter 4,84 € en termes de bénéfices nets d'ici 2025. C'est un rendement sur coût d'à peu près combien? 4,79%. Et je sais également que les bénéfices nets en question sont plus élevés que les free cash flow. Donc, il faut avoir tendance à être très prudent ici. OK? Est-ce que l'entreprise est surévaluée? Je dirais qu'elle reste correctement évaluée selon moi. Idéalement, j'aimerais avoir quel prix aux alentours ici, peut-être, pourquoi pas aux alentours des 72 € par là, commençons par là, à 15 fois les bénéfices. OK? Donc, ce n'est que mon avis, hein. Mais je mentionne également que bioMérieux est une entreprise en pleine croissance. Elle a une croissance ici organique et par acquisition. Elle a énormément bénéficié de la pandémie ici, donc on aura peut-être un ralentissement ici. Donc, il faut à peu près regarder la taille du marché. Et en regardant la taille du marché, on pourrait peut-être être plus confiant ici à l'idée d'investir pour le long terme. Et le long terme ici, ce n'est pas 1 an, 2 ans. C'est au moins 5 à 10 ans par là. OK? Donc, pour moi, bioMérieux, quantitativement, c'est correctement évalué sans plus. Ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Idéalement, j'aimerais l'avoir à 75 $. Et encore une fois, je sais que j'ai un travail effectué au niveau des free cash flow. Management mentionne quoi dessus? Quel est l'objectif des marges ici à long terme? OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.